suivre les préconisations de Stéphane et on va faire une présentation pluridisciplinaire à deux voix. Moi plutôt psycho-expé et puis Benoît va me rejoindre dans quelques instants pour plutôt de l'informatique. Et on va vous parler de modélisation computationnelle du fonctionnement de la mémoire de travail. Alors, la mémoire de travail, j'imagine que vous savez tous ce que c'est. Bof, nous non plus, en fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On ne sait même pas trop, surtout ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'est son fonctionnement. Et en fait, il y a un ouvrage récent qui s'intitule Working Memory State of the Science. Vous ne m'entendez pas sans micro ? Si, merci. C'est pour l'enregistrement. Ok, je vais essayer de faire ça. Donc, paru tout récemment, 2021. Dans cet ouvrage-là, il y a plusieurs chapitres, une douzaine de chapitres qui sont écrits par différents chercheurs qui sont spécialisés de la mémoire de travail. Et systématiquement, ils avaient plusieurs questions à répondre, dont la définition de la mémoire de travail. Donc ici, je vous présente quelques définitions de certains de ces auteurs. C'est juste une petite sélection. Alors, il y a un auteur qui n'est pas très connu, qui propose que c'est un système de capacité limitée pour le stockage temporaire, et le traitement des informations qui sont requis pour la cognition complexe. Donc, un auteur anglais ici. On a un autre auteur que vous connaissez peut-être encore moins, qui s'appelle Nelson Cohen, qui est, lui, aux États-Unis, qui propose que c'est un ensemble de composantes on peut dire de l'esprit, qui maintient une quantité d'informations limitée temporairement dans un état de disponibilité élevée pour l'utiliser dans quelque chose qui est en train de se passer, dans un traitement actuel. Ensuite, en France, on propose que la mémoire de travail est une structure au sein de laquelle des représentations mentales sont construites, maintenues et modifiées en réponse à un but que l'on poursuit. En Suisse, la définition n'est pas très éloignée. C'est un moyen, la mémoire de travail est conçue comme un moyen pour construire, maintenir et manipuler des représentations toujours temporaires qui vont contrôler nos pensées et nos actions. Et puis pour finir, cette fois-ci on est en Belgique. La mémoire de travail est la partie du système mnésique qui est utilisée pour supporter nos activités dirigées vers un but. Et ce support inclut à la fois le maintien du but, mais aussi des moyens d'arriver à ce but, ainsi que des contraintes et des limitations qui contraignent cette arrivée, cet achievement. Je ne le traduis pas comme ça en simultané. On a aussi cette notion du maintien des résultats intermédiaires qui permettent l'interruption de la tâche. Donc toutes ces définitions-là, finalement, elles sont un petit peu différentes, mais elles se rejoignent dans le fait qu'on a bien affaire à une working memory, une mémoire qui travaille, donc une mémoire qui maintient de l'information et qui traite de l'information de manière simultanée. Et dans la vie quotidienne, vous le savez tous, vous êtes en train de l'utiliser à plein régime depuis ce matin, depuis que vous écoutez ces différentes présentations, pour lire, pour calculer, pour suivre une conversation, mais même pour confectionner un morité même. Le morité de ce matin, la demoiselle, elle a eu besoin de sa mémoire de travail pour le faire. On pourra en parler tout à l'heure pendant l'apéro si vous voulez. Et nous, dans le labo, en fait, on utilise des tâches qui sont un petit peu, justement, contrôlées. C'est une autre préconisation de Stéphane qu'on va suivre ici, qui est une complexe span task, tâche d'empan complexe, dans laquelle on demande aux participants de mémoriser des informations. Plusieurs informations vont se succéder. À la fin, le participant doit rappeler ces informations. Et entre deux informations à mémoriser, il y a une tâche de traitement, une tâche distractrice qui nécessite le traitement d'une information. Et pour que vous vous rendiez bien compte de ce dont il s'agit, et surtout pour que vous soyez très actifs pendant cette présentation, je vais vous demander de réaliser une tâche d'empan complexe. Vous allez lire les chiffres que vous allez voir apparaître à l'écran. Vous les lisez à voix haute. Ensuite, vous voyez des mots apparaître à l'écran. Vous allez dénommer la couleur de l'encre dans laquelle est écrit le chiffre. Et puis à la fin, je vous demanderai de rappeler les chiffres, s'il vous plaît, dans l'ordre. Vous êtes obligés de le faire. Vous allez le faire collectivement, donc je pense que vous risquez de vous aider. Ah, ou alors on désigne. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, ça.
On ne sait plus. Vous savez? 5 peut-être? Moi, je ne sais plus. Hein. Bon, ok. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous avez tous ressenti que dans la deuxième condition expérimentale, c'était plus compliqué que dans la première. On est d'accord? Grave. Donc, on a un modèle théorique sur lequel on bosse avec Benoît depuis une dizaine d'années maintenant, qui permet d'expliquer de manière assez simple les raisons pour lesquelles nos performances mnésiques sont plus faibles dans la deuxième condition expérimentale que dans la première condition expérimentale. Vous voyez ici ce qu'on vous a présenté à l'écran, donc un chiffre des mots. Il n'y a pas une grosse différence entre les différents stimuli, hein, on est bien d'accord. Par contre, ce qui se passe au niveau de notre mémoire de travail est un petit peu différent, et c'est comme ça que le modèle le propose. Vous voyez ici qu'en fait, la capture attentionnelle, je ne sais pas, voilà, la capture attentionnelle qui est associée au fait de dire jaune ici va être moins longue que la capture attentionnelle qui va être associée au fait de dire jaune dans ce cas-là. On le sait très bien quand on mesure les temps de réaction dans une tâche de Stroop classique. Par contre, du coup, la conséquence d'allonger le temps de traitement ici, ça va réduire les opportunités pour maintenir les informations mnésiques, les traces mnésiques qu'il faut pourtant maintenir. Donc, ce modèle s'intitule Time Based Resource Sharing Model, le TBRS. Et si ce qu'il propose de manière assez centrale, et ce sur quoi on travaille avec Benoît, et il va vous en parler après, c'est les mécanismes qui sont à l'œuvre pendant cette tâche. Donc vous voyez ici, c'est une autre tâche, une autre complex span task dans laquelle on va devoir mémoriser des lettres, tout en, par exemple, jugeant de la parité des chiffres. D'accord ? Vous avez ici exactement les deux mêmes tâches, et ce qu'on observe, c'est que les performances mnésiques vont être plus faibles dans ce cas-là que dans ce cas-là. Pourquoi? Pourtant, c'est exactement la même tâche. Ce qui diffère entre les deux, c'est la proportion de capture attentionnelle par la tâche de traitement. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir on laisse plus de temps aux participants pour réactiver la trace mnésique de la lettre R qui a décliné pendant que le 8 était traité, puisque le traitement est séquentiel, nécessite de l'attention qui est partagée de manière séquentielle et temporellement. Et donc, on a une métrique du coût cognitif, puisque quelle que soit la tâche de traitement qui est entre deux informations à mémoriser, que cette tâche de traitement nécessite de l'updating, par exemple dans une NBAC, on peut faire une NBAC à l'intérieur, ici, entre deux informations à mémoriser, que ce soit d'inhibition, comme c'était le cas pour la tâche de Stroop, que ce soit une sélection de réponses lorsqu'on doit décider, par exemple, si le chiffre il est dans la partie supérieure ou inférieure de l'écran, ou que ce soit une récupération en mémoire à long terme quand on doit décider de la parité des chiffres, eh bien, ce qui détermine les performances de mémorisation que vous avez ici en ordonnée, c'est le coût cognitif de la tâche de traitement, c'est-à-dire la proportion de temps pendant laquelle cette tâche capture l'attention. Et je laisse la parole à Benoît pour la partie modélisation. Question de David avant. Tiens. C'est toi la question? Non, c'est toi. À la tâche de traitement, en fait, on fait en sorte que la tâche de traitement soit très bien réussie pour pouvoir vérifier ce qui se passe après sur la tâche de mémorisation. Ouais. C'est quel bouton? Le vert? Sur la droite. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'identifier les mécanismes cognitifs qui sont sous-jacents à cette tâche. Donc ça, c'est le modèle théorique. On parle aussi de modèle verbal. Le modèle théorique qui nous dit, normalement, on encode, d'accord, et puis quand on a la deuxième tâche, les informations elles vont décliner, puis après, quand on a du temps libre, on va les réactiver, etc. Maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer à partir du deuxième item? Ici, le cas. Le cas, on va l'encoder. Donc, on peut penser que son activation va augmenter, mais pendant ce temps-là, le R va décliner. Et ensuite, quand on aura la tâche distractrice, les deux vont décliner. D'accord? Et puis après, quand on aura du temps libre, on va essayer de rafraîchir les deux. Alors, la théorie, elle nous dit qu'en fait, on ne peut pas faire deux choses en même temps. Donc, en fait, on va rafraîchir l'un et l'autre, mais pas en même temps. Et là, la théorie verbale, elle est un peu gênée aux entournures. Ce n'est pas super clair. Et en fait, le problème, c'est que on a du mal, avec notre petit cerveau, à prédire mentalement le fonctionnement du modèle à partir du deuxième item. Ça devient un bazar. Il y en a qui déclinent en même temps, il y en a qui sont réactivés, pas d'autres. Et donc, on a des difficultés à le penser.
Et pourtant, certains modèles théoriques font l'hypothèse qu'on a un rafraîchissement cumulatif séquentiel, c'est-à-dire qu'ils supposent que pendant qu'on a du temps libre, on va passer en revue chacun des items, on va porter notre attention dessus, et puis on va les rafraîchir, et donc on va faire R, K, V, R, K, V. Je ne parle pas de la boucle chronologique, hein, je parle du focus attentionnel. Et vraiment, ce serait comme ça que ça marche ? Ok, comme on avait un petit doute, eh bien, ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est qu'on va essayer d'implémenter les mécanismes proposés par la théorie, et puis on va simuler une expérience complète. D'accord ? Et l'avantage, que, comme c'est l'ordinateur qui va travailler la nuit, on pourra faire 5000 participants. Voilà, le rêve de tout expérimentaliste. Donc là, je parle au futur, mais en fait, c'est ce qui a été fait en 2011 par Oberauer et Lewandowski. Ils ont pris la théorie. La petite histoire, c'est qu'eux, c'est des gens qui sont opposés au déclin. Ils pensent que l'oubli ne vient pas du déclin, mais des interférences. Et donc, ils ont dit, OK, on ne croit pas à TBRS, donc on va l'implémenter et on va montrer qu'en fait, qu'il échoue à reproduire les effets connus. Et ce n'était pas le cas. Donc, ils ont gagné une jolie publication dans l'histoire. Mais voilà, c'était ça la démarche. Alors, leur modèle, ça marche comme ça très rapidement. Dans cette tâche, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit associer des items, par exemple R, les choses à mémoriser, avec des positions. D'accord ? Si on me présente R, il faut que j'associe R à la position 1. Et donc, ils ont des unités de position et puis des unités d'items. Donc ça, c'est l'item R. D'accord ? Et puis la position, elle est codée par plusieurs unités de position. Ça, c'est la position 1 que vous voyez en jaune. La position 2, c'est par exemple ça, avec des unités communes, ce qui va permettre de représenter le fait qu'on peut confondre une position avec une position adjacente. Là. Et puis en codé R, c'est simplement créer des liens entre R et les unités qui collent la position 1. Donc la théorie, elle nous dit, en fait, voilà, ça fait une courbe comme ça. Évidemment, quand on est dans l'ordinateur, il faut être un peu plus précis. C'est quoi cette fonction ? Donc, il faut décrire, il y a des paramètres qui nous disent concrètement quelle est cette fonction d'encodage en fonction du temps. D'accord ? Ça prend, dans nos modélisations, environ 500 millisecondes simulées pour encoder véritablement une lettre. Et puis, on va encoder le K en position 2, puis on va encoder le V en position 3. Et quand on va devoir récupérer ou rappeler une information parce qu'on veut la rafraîchir ou à la fin parce qu'on veut la rappeler, eh bien, on va faire l'inverse. On va activer les positions. Par exemple, ici, la position 1. Et s'il n'y a pas d'erreur, ça va probablement être le R qui va être le plus activé parce qu'il est associé directement aux unités de la position 1. Mais pour simuler ce qui se passe chez l'être humain, où on a parfois des difficultés à récupérer, on fait des erreurs. Alors on ajoute un petit bruit, en fait on fait varier un peu les choses, et donc le modèle peut se tromper, c'est-à-dire qu'au lieu de réactiver, de retrouver le R, il peut retrouver le K, par exemple. Je vais assez vite là-dessus, hein. C'est pas les détails techniques qui sont intéressants. Quand on a des distracteurs, et évidemment, tout le monde décline. Toutes ces valeurs ici, d'accord, il y a un poids derrière, hein, ce n'est pas représenté. Ces valeurs, elles vont décliner avec le temps. Et à nouveau, il faut décrire cette fonction. Alors, Ebbinghaus, il pensait que c'était plutôt une exponentielle. Voilà. Mais bon, il y a des choix à faire pour décrire cette courbe qui décrit en fonction du temps la manière dont les valeurs d'activation, elles, décroissent. Quand on rafraîchit, eh bien voilà, on récupère, on renforce les liens, on a une autre fonction, etc. etc. D'accord ? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Ben, la première chose, c'est de voir si la théorie, elle parvient à reproduire les effets qu'on connaît dans la littérature. Donc ça, c'est un exemple de simulation qu'on a fait avec Sophie il y a quelques années. Alors, c'est une expérience toute simple où il y a 7 items à mémoriser et puis 3 conditions. Une condition assez tranquille, une condition un peu plus speed et puis une condition très rapide. Et puis on retrouve, ici les participants sont avec des carrés, on retrouve les courbes classiques, un gros effet de primauté, un petit effet de récence, voilà. Et puis nous, on prend exactement les paramètres de l'expérience, on présente chaque item pendant 2 secondes, toutes les temps de secondes, on présente un nouvel item, etc. etc. D'accord ? On simule, clac, on se fait quelques milliers de participants dans la nuit, et puis ça marche pas trop mal, et puis ici, dans cette condition-là, ça s'écroule complètement. Ça, c'est les données des participants, ça c'est les données simulées. Ok, donc il y a un problème quelque part. Soit c'est la manière dont on l'a programmé, soit c'est la théorie qui a échoué. Il y a un problème qui n'a pas pu être pensé par les théoriciens, et on pointe du doigt le problème particulier. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on est reparti vers la théorie, parce qu'on ne fait pas des programmes informatiques pour faire des programmes informatiques et puis arriver à avoir une adéquation parfaite, hein. Il faut retourner vers la théorie et voir qu'est-ce qui coince. Et donc, on a fait une proposition d'avoir un focus attentionnel élargi, c'est-à-dire que la capacité de pouvoir traiter plusieurs items en même temps et pas un seul à la fois, qui est compatible avec la théorie de Cowan. Bref, on refait des simulations. C'est satisfaisant du point de vue théorique, c'est satisfaisant du point de vue simulation. Donc voilà, c'est une proposition de modification de la théorie.
Deuxième axe, quand on a un modèle qui marche bien, à force de l'entraîner sur typiquement des étudiants de licence de psychologie, d'accord, il reproduit assez bien les performances, on peut s'intéresser à une autre population, par exemple des personnes âgées. Et là, évidemment, si on essaie de simuler des personnes âgées, on va avoir un écart, ça ne marche pas bien. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'essayer de trouver quels sont les paramètres du modèle qu'il faut modifier. Qu'est-ce qu'il faut altérer dans le modèle pour pouvoir reproduire correctement les données des personnes âgées. Et chacun des paramètres du modèle, il correspond à un phénomène ou un processus cognitif. Et donc, en cherchant la combinaison de paramètres qui reproduit au mieux les données expérimentales, par exemple, ça c'est un paramètre qu'on fait varier. Pour chaque valeur de ce paramètre, on a des simulations qui sont effectuées, et puis on compare l'écart entre les données expérimentales et les données simulées. Ici, l'écart quadratique moyen. Donc plus c'est bas, plus les deux sont proches. D'accord ? On voit que chez les jeunes, ici, en bleu, il faut un taux de bruit plutôt faible, et plus on s'écarte, plus on injecte un taux de bruit important dans le modèle, plus on a des écarts avec les participants. Donc pour les jeunes, il faut plutôt un taux de bruit faible, alors que pour les personnes âgées, en fait, il faut plutôt un bruit un peu plus grand. Donc ce bruit, ça traduit les difficultés de récupération des informations. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer ce qu'on fait. L'idée, c'est ça, altérer un modèle pour essayer de reproduire les performances d'une certaine population. Voilà, donc ce modèle TBRS avec Sophie, on l'a étendu de différentes manières. On a essayé de faire un modèle qui simule les personnes âgées, le chunking, les interférences qu'il peut y avoir entre les items. Cette fois-ci, on ne met pas des items complètement indépendants, mais ils partagent certains traits, donc il y a des interférences qui apparaissent. La boucle phonologique, et puis le dernier, c'est le sémantique, où en fait, quand on met des items qui ont des relations sémantiques, évidemment, les performances, elles changent. Ça favorise le rappel. Voilà, donc ça, c'est pas nos enfants, mais nos collaborateurs. Voilà. Et si on réordonne un petit peu ça, on peut penser que notre prochain modèle, il devrait s'appeler TBRS-M. Je ne sais pas si vous avez des idées, parce que ça fait quand même un joli acrostiche ici. Merci.